Vous êtes le bienvenu sur cette plateforme d'information et d'analyse sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Je vous dis grand merci de nous avoir choisis de partout à travers le monde et surtout en République démocratique du Congo pour partager avec nous l'actualité et tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, bienvenue sur cette plateforme. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, likez déjà la vidéo, partagez avec les voisins et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire ce que vous en pensez en commentaire. L'actualité d'aujourd'hui va se concentrer sur ce que cache l'accord stratégique qui est déjà conclu entre les États-Unis d'Amérique et les Rwandais. Nous savons tous que l'accord qui fait l'actualité pour ce moment en Afrique, c'est celui qu'avait proposé Félix Tshisekedi aux Américains. Et cet accord aujourd'hui est en passe d'être signé pour permettre à ce qu'il y ait des bases entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Mais on ne s'attendait pas qu'il devait aussi y avoir un accord un peu similaire à celui de la République démocratique du Congo entre les États-Unis et les Rwandais. Alors, cet accord cache beaucoup d'histoires derrière. C'est ce que nous allons découvrir à travers cette émission. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons aussi parler de ces deals qui est encore en passe d'être conclu, toujours entre les États-Unis et les Rwandais. Ces deals, c'est autour des réfugiés. Le réfugié indésirable des États-Unis d'Amérique peuvent être renvoyés soit en Libye ou au Rwanda. Les Rwandais et la Libye se sont positionnés pour accepter d'accueillir les immigrés indésirables des États-Unis d'Amérique. Alors que nous savons tous que les Rwandais ont un problème de démographie. Les Rwandais sont trop nombreux dans un petit espace. Pourquoi les Rwandais s'accrochent-ils dans ces deals avec les États-Unis? Ça, nous le découvrons tout à l'heure dans le cadre de cette émission. Je vous dis encore une fois de plus, grand merci de nous avoir choisis, grand merci de partager avec nous les nouvelles de la République démocratique du Congo. Veuillez penser à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout partager avec les voisins. Voilà, comme je venais de vous l'annoncer dans cette introduction, nous devons savoir que il y a quelques jours, les Rwandais présentaient un accord, un deal, un accord stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Ceci se passe après la conclusion ou presque le dénouement d'un accord entre la République démocratique du Congo, pays voisin du Rwanda, et en conflit avec le Rwanda, et les États-Unis. Pourquoi cet accord avec les États-Unis alors qu'on sait que le Rwanda aujourd'hui est acculé de partout par la communauté internationale pour qu'elle cesse d'agresser la République démocratique du Congo, pour qu'elle respecte, pour que le Rwanda respecte l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi les États-Unis d'Amérique accepteront-ils à ce stade de conclure aussi un accord avec le Rwanda, tout en sachant que la République démocratique du Congo ne supporte pas tout ce qui est du Rwanda? On peut voir l'illustration la plus claire et la plus nette, c'est celle de cette concurrence déjà qui bat les records à travers le monde. De plus en plus de Congolais sont en train de se mobiliser pour dire non à tous ces clubs de football européens qui sont financés par les Rwandais pour qu'ils puissent promouvoir le tourisme du Rwanda, Visit Rwanda, comme ça est affiché dans les maillots de Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il y a encore quelques jours,
le Rwanda venait aussi de conclure encore un autre partenariat avec les clubs anglais Arsenal pour toujours ce même type de marketing en vue de promouvoir son image. C'est que la République démocratique du Congo ne supporte pas. Pour la République démocratique du Congo, les Rwandais qui agressent le Congo et pillent les ressources naturelles de l'Est de la République démocratique du Congo ne peuvent pas avoir facilement des échanges avec les pays qui respectent les valeurs. Si les pays européens ou les pays du monde respectent les principes et les valeurs de paix, de sécurité à travers le monde, ils ne peuvent pas, dans ce sens-là, collaborer avec le Rwanda. Et c'est cette campagne qui est justifiée de tous les Congolais à travers le monde qui pensent qu'il faut boycotter tout ce qui est rwandais en vue de décourager Paul Kagame qui agresse leur pays. Ça, c'était une illustration. Mais ici, parce qu'il s'agit de l'accord, premièrement, il faut savoir que les Rwandais et la République démocratique du Congo sont dans une controverse diplomatique ou une guerre diplomatique. Tout ce que fait la République démocratique du Congo depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir est suivi de près par les Rwandais. Et surtout depuis le déclenchement des hostilités, Félix Tshisekedi ne fait que suivre aussi partout tout ce qui est démarche de Paul Kagame pour les contredire, pour les présenter comme celui qui agresse son pays et qui ne mérite pas d'être honoré sur la scène internationale. Et aussi du côté rwandais, le président rwandais Paul Kagame tente de sauver son image. Partout où passe Félix Tshisekedi, Kagame aussi est obligé d'y passer parce qu'il sait que le discours qui va amener Félix Tshisekedi ne va pas forcément aider à garder ou protéger l'image qu'il a toujours voulu d'une république rwandaise bien positionnée sur la scène internationale qui est considérée par les grandes nations du monde et qui intervient chaque fois parmi les pays qui apportent les solutions. Et nous savons tous que c'est une fabrication occidentale. Donc, chaque pays, dans ce contexte, tient à tenir l'autre pour responsable de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Pour la République démocratique du Congo, nous savons tous que le vrai problème, le plus pratique et le plus clair, c'est les Rwandais qui pillent, qui violent et qui massacrent à l'est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda suit de près les gestes, comme je l'ai dit, de Félix Tshisekedi et mène aussi une contre-offensive. C'est ce qui justifie d'abord cet accord. Pour les Rwandais, le leadership qu'il doit garder concernant la chaîne d'approvisionnement des matières critiques. Vous savez que tous les experts l'ont démontré, le Rwanda n'a pas du coltan, le Rwanda n'a pas le lithium, n'a pas du cobalt et tous ces minéraux. Mais lorsqu'on regarde la chaîne d'approvisionnement, on voit les Rwandais mieux positionnés dans cette chaîne d'approvisionnement de ces minéraux critiques. D'où proviennent les minéraux? De la République démocratique du Congo. Pour Paul Kagame, peu importe les critiques internationales, comme c'est une politique d'intérêt et que cette politique a déjà payé pour lui pendant 30 ans, il est obligé de la maintenir parce qu'il sait que si il ne la maintient pas, il est obligé de refaire une autre politique pour faire vivre son pays. Voilà pourquoi il y a des gens qui se posent la question pourquoi Kagame ne veut pas abandonner. C'est la plus grande raison. Il est déjà au top. Il a un carnet d'adresses. Il participe au débat sur les minéraux critiques. Il sait, selon lui, que quitter cette position n'est pas aisé pour la diplomatie du Rwanda. Voilà pourquoi il doit suivre toute démarche qui tente à le foutre dehors ou toute démarche qui ne veut pas que lui puisse profiter de sa diplomatie ou puisse profiter de l'image qu'il a construite pendant toutes ces années. Donc, nous devons comprendre ici que la démarche que les Rwandais mènent à travers cet accord proposé aux États-Unis vise d'abord aussi ça, c'est maintenir. Ils ne peuvent pas comme ça quitter les Congo, ils ne peuvent pas comme ça, du coup, se retrouver dehors, ne plus participer à ces débats sur les matières premières. Ils doivent se battre. Et Kagame l'a dit, si c'est pour sa survie, lui est obligé de se battre. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il propose cet accord à l'administration Trump.
Et le paradoxe, c'est que le Rwanda n'a rien à offrir de concret sur le plan des minéraux critiques, mais veut gérer et participer en profitant de la complicité internationale. Qui ont forgé Kagame pour qu'il en arrive jusque-là? Ce sont les Occidentaux. Et l'Amérique a aussi joué un grand rôle, pour ne pas parler des démocrates ou des républicains, mais on sait que l'Amérique a une grande part des responsabilités dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs pays occidentaux sont pointés du doigt dans cette crise. Si ça a pris 30 ans pour que les choses arrivent jusqu'à ce point, des pays comme les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Belgique sont pointés du doigt pour leur participation à ce qui peut être qualifié d'un complot international contre le Congo pour le pillage systématique des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. En tout cas, on ne voit pas comment un petit pays comme le Rwanda peut, à ce stade, voler, s'imposer à l'est de la République démocratique du Congo sans l'aide des grands pays comme les États-Unis et les autres pays que nous venons d'évoquer ici. Donc, l'accord en passe d'être signé entre les ISA et la République démocratique du Congo complique la tâche à Paul Kagame. Voilà pourquoi il veut interférer. Il sait que les États-Unis ont vu des grands intérêts en République démocratique du Congo, mais veut à travers son carnet d'adresses, parce qu'il est ici important de comprendre que Paul Kagame a de bonnes relations au sein de l'administration américaine, pour ne pas parler de l'administration du président en exercice, celui du président Trump. Donc, Kagame maîtrise mieux le comportement américain. Il sait comment les départements d'État fonctionnent et il les a fréquentés pendant toutes ces années. Ce sont eux qui l'ont imposé comme maître, en quelque sorte, de l'Afrique centrale. Tout est passé par lui. Et même cette mauvaise politique qui a occasionné la guerre à l'est du Congo et les massacres de plus de 10 millions de Congolais, Kagame connaît mieux les Américains par rapport au chemin qu'il a fait avec eux. Donc, le fait que la République démocratique du Congo ait proposé un accord aux États-Unis et que cet accord est bien reçu surtout par l'actuel président américain Donald Trump et son administration, frustre et met très mal à l'aise Paul Kagame. Donc, il était obligé de contrecarrer aussi à travers une proposition, selon lui, mais qui ne tient pas debout. Parce que là, les États-Unis doivent faire très attention. La République démocratique du Congo, c'est une aubaine. Après avoir négligé la République démocratique du Congo pendant plusieurs années, la Chine s'est accaparée de tout cet espace. Avant, il n'y avait pas de Chine en République démocratique du Congo. Et il faut savoir depuis quelle année les États-Unis d'Amérique entretiennent des relations avec la République démocratique du Congo. C'est depuis la Deuxième Guerre mondiale que les États-Unis se sont imposés dans des relations sur base de la découverte de l'uranium. Et depuis ces jours-là, les États-Unis avaient juré, selon les rapports de la CIA, de ne jamais quitter des yeux les Congo. Mais à cause de la corruption des individus qui ont pris en otage les organisations et des États, des grands États, les États-Unis ont fini par être distraits sur ce qui s'est passé au Congo. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des minéraux stratégiques, on pense que la Chine est mieux placée que les États-Unis par rapport au contrôle des minéraux stratégiques en République démocratique du Congo. Et si les États-Unis commettent l'erreur d'énerver quelque part la République démocratique du Congo, en choisissant de continuer à considérer les Rwandais, en tout cas, selon plusieurs analyses, ceci serait une très grande erreur et grave. Je pense que ce n'est pas et ça ne sera pas le cas parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, avec le président américain Donald Trump, ne veulent pas faire passer comme ça les intérêts des Américains. Ils suivent de très près tout ce qui les concerne. Donc, pour les Rwandais, le match n'est pas gagné non plus. Les États-Unis qui veulent jouer aussi un rôle d'équilibre, pour ne pas donner l'impression qu'ils sont plus intéressés par les minéraux qu'à la recherche de la paix. Vous voyez, l'administration Trump souffle de fois les chauds et les froids. Ils ne peuvent pas montrer que, selon de leur côté, ils sont beaucoup plus préoccupés par les intérêts, les mines du Congo, que par la paix. Et Donald Trump veut aussi
être vu comme l'une des grandes personnalités qui ont œuvré pour la paix dans le monde, selon certaines analyses. Et pour cela, il est aussi à la recherche de la paix, comme on venait de voir les rapports qui lui a été donnés par les secrétaires d'État Marco Rubio, qui lui a donné les rapports de ce qui se passe entre les Congo et les Rwanda. Et d'ailleurs, les conclusions que donnent les États-Unis ou la déclaration des principes est très critiquée aussi au Congo. Certains pensent qu'il y a bradage des ressources naturelles du Congo pour trouver la paix. Les autres pensent qu'il y a une certaine cogestion des ressources à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, c'est dans ce contexte que l'accord entre le Rwanda et les États-Unis d'Amérique est très mal vu. Mais il faut aussi savoir que les États-Unis visent les intérêts. Et les vrais intérêts se trouvent en République démocratique du Congo. Et les États-Unis ne peuvent jamais commettre cette erreur-là de mettre à pied d'égalité la République démocratique du Congo au Rwanda. Mais comme la solution se veut diplomatique et non militaire à l'est du Congo, voilà pourquoi les États-Unis imposent une ligne d'équilibre pour essayer d'apaiser Paul Kagame, qui ne pense qu'à des intentions belliqueuses. Donc, il y a aussi un moyen diplomatique de mettre fin à la guerre sans faire parler les armes. Mais si Kagame ne s'y fait pas, s'il pense que c'est une blague, en tout cas, il y a aussi des mauvais jours qui peuvent venir. Donc, les États-Unis d'Amérique savent pertinemment que le Rwanda viole l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et c'est pas pour rien que la déclaration des principes mentionne au premier point la question de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Ça, c'est un point qui concerne beaucoup plus le Rwanda. Parce qu'après la signature de l'accord de paix, c'est là qu'on saura quelle est la vraie position des États-Unis, parce que on ne voit pas comment les États-Unis peuvent tourner les dos ou continuer à considérer Paul Kagame face à une offre alléchante comme celle de la République démocratique du Congo. Donc, sur ces côtés-là, Félix Tshisekedi a bien visé, et l'accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis en passe d'être signé sur les minerais stratégiques. C'est un accord très stratégique et incontournable même. Cet accord a placé Félix Tshisekedi au premier rang. Et on s'imagine, certains observateurs pensent, si les Congo n'avaient pas de telles ressources minières, est-ce que les États-Unis auraient prêté attention à l'est de la République démocratique du Congo ou à la démarche de Félix Tshisekedi? C'est ce qu'on pense. Donc, mais la démarche de Félix Tshisekedi, d'après plusieurs analyses, elle est une démarche salvatrice pour l'est de la République démocratique du Congo et l'ensemble du territoire congolais. Avec ces positionnements des États-Unis, nous voyons comment aussi les Européens s'empressent pour trouver aussi leur part. Les comportements de certains acteurs politiques congolais démontrent clairement que la frustration est plus européenne que américaine. Donc, les États-Unis, en tant que puissance mondiale, première même puissance mondiale, ont tous ces atouts-là de mettre fin à la guerre à l'est du Congo. Mais il y aura aussi une très grande responsabilité de la part du Congo pour revoir certaines choses. Donc, en quelque sorte aussi, cet accord est un moyen entre le Rwanda et les États-Unis d'Amérique. C'est aussi un moyen d'apaiser les tensions, d'apaiser les Rwandais, pour ne pas présenter comme s'ils ont un penchant, mais les penchants existent. Ce qui s'est fait entre les États-Unis et la République démocratique du Congo est plus sérieux que ce qui s'est passé rapidement avec beaucoup d'empressement entre le Rwanda et les États-Unis. Et le deuxième point que j'aborde ici, toujours en relation avec le premier, c'est ce qui concerne la fin du régime Kagame. Vous voyez, la question ici plus importante qui se présente, c'est aussi de faire la différence entre les Rwandais et Paul Kagame. Certains accords qui sont proposés, certains avantages qui sont montrés, présentés, sont des accords qui concernent les intérêts des États.
Est-ce que Kagame voit ses intérêts à lui ou il voit ceux du Rwanda? Est-ce que Kagame réfléchit sur l'après-lui? Tout ce qu'il a construit politiquement, les désordres qu'il a créés en Afrique centrale, est-ce que ces désordres permettra au Rwanda de se rattraper après lui? On pense que non. C'est la raison même pour laquelle que des voix s'élèvent déjà des Rwandais qui n'avaient pas jusque-là des voix même au niveau international parce que différents rapports ont démontré que il y avait un commando des Kagame qui poursuivait des opposants politiques partout à travers le monde, soit par des intimidations et des assassinats. Donc, la fin du régime Kagame serait aussi une très bonne chose si les États-Unis y travaillent, parce qu'il y a des soupçons comme ça, mais ça attend encore des éclaircissements. Les États-Unis peuvent aussi bien ramener la paix dans la région des Grands Lacs en se débarrassant de Paul Kagame pour commencer un nouvel ère qui va permettre à l'Afrique australe ou les Congo et les Rwanda de se développer, mais de manière saine. Et voilà l'autre plus grand point qui s'ajoute dans le cadre de cette émission. Les points ici concernent les Rwandais qui veulent que les États-Unis d'Amérique puissent leur renvoyer encore des immigrés. Il y a de cela quelques moments, c'est depuis l'année passée que les Rwandais avaient proposé cet accord des migrants. On l'a vu aussi depuis l'année 2024, un accord controversé, un accord qui n'avait pas été voulu, que ce soit par les Britanniques, que ce soit par certains observateurs sur le plan mondial. Les Rwandais avaient proposé cette solution au Royaume-Uni que le Rwanda est prêt à recevoir les immigrés indésirables ou les migrants indésirables du Royaume-Uni. Comme là-bas, ils étaient en train de chercher, de trouver une solution pour gérer l'afflux de migrants. Alors, il fallait travailler avec quelques pays africains pour les renvoyer là-bas, mais financer maintenant ces pays pour gérer ces migrants. Une politique qui est très contestée par les organisations des droits de l'homme, qui pensent que cette politique ne répond pas vraiment au droit international. Mais les Royaumes-Unis s'étaient quand même obstinés, même avec l'opposition de la Cour suprême, de leur justice. Les différents premiers ministres qui se sont succédés s'étaient obstinés à envoyer quand même des migrants au Rwanda. Cela n'a pas pris beaucoup de temps pour que tout le monde voie que le Rwanda, c'est l'enfer dont on ne parle pas. Les premiers migrants à descendre au Rwanda se sont plaints des conditions et ils sont nombreux à relater la tristesse que vit au quotidien les Rwandais. Dans un regard libre, tout le monde pense que les Rwandais sont libres, alors que dans la réalité, les Rwandais, c'est aussi la Corée du Nord de l'Afrique, où les gens vivent, ils peuvent manger, ils peuvent boire, mais ils ne sont pas libres. Même les journalistes, même les soins, tout est opaque. On doit cacher même sa pauvreté parce que Kagame ne veut pas que les Rwandais s'affichent comme étant pauvres. C'est un pays prospère qui a une bonne image sur le plan international. Il ne faut pas qu'il y ait des informations qui détruisent ou contredisent cette image. Donc, cette affaire-là a été close d'une manière dont on ne sait pas et Kagame a même refusé de rembourser l'argent que le Royaume-Uni avait déjà versé à lui, Paul Kagame, pour qu'il gère les migrants. Il y a même certains qui ont dit que Kagame a escroqué le Royaume-Uni. Mais maintenant, aujourd'hui, les États-Unis sous Trump, parce que là, Donald Trump aussi est contre cet afflux de migrants. Et moi, je suis aussi de ceux qui pensent de cette façon-là, parce que, vous voyez, les migrations sont à un moment naturel. Les migrations sont d'abord naturelles. Les migrations ne peuvent pas empêcher les gens d'aller d'un coin du monde vers un autre coin. Mais lorsque les migrations deviennent politisées ou travailler politiquement dans un objectif précis, en tout cas, il faut combattre cela. Les nations doivent exister. Le plan des globalistes ou des mondialistes qui veulent faire du monde un globe qui aura
une seule direction où le monde sera géré comme un seul village avec un gouvernement mondial. C'est ces fantasmes-là qui amènent aujourd'hui des migrations désordonnées qui vont déranger certains pays. Ce n'est pas interdit à moi qui suis citoyen congolais d'immigrer pour aller dans un autre pays à travers le monde sans une mauvaise intention. Mais lorsqu'il y a 5 000 chaque mois qui se présentent, 10 000 qui se présentent, 200 000 qui se présentent chaque année pour aller chercher l'asile aux États-Unis, les Américains ont des questions à se poser sur leur sécurité. Pourquoi des gens peuvent venir comme ça en masse chez nous, alors qu'ils ont aussi un chez eux, qu'ils peuvent vivre mieux chez eux, qu'ils peuvent s'organiser mieux chez eux. S'ils peuvent venir faire du tourisme, il n'y a pas de problème. S'ils veulent profiter de la vie chez nous, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, c'est comme si on a ouvert un couloir politique pour aller déranger certains pays, en tout cas, les citoyens de ces pays ont des questions à se poser. C'est là même la question qu'on se pose, qu'on demande à certains de nos frères qui sont en Europe de bien réfléchir. Il ne faut pas toujours s'en prendre au mouvement de l'extrême droite parce que c'est devenu dangereux. Il est important ici de s'impliquer politiquement pour que ça s'arrange aussi chez soi. Mais ici, un Paul Kagame, en perte de vitesse, veut aller proposer encore cette même démarche qu'il a menée avec le Royaume-Uni aux États-Unis. Donc Paul Kagame, comme il est mieux informé sur tout ce qui se passe aux États-Unis, il dit qu'il est prêt pour qu'on lui envoie encore des immigrés indésirables des États-Unis, comme Trump n'en veut pas. Il pense que l'Amérique est sale aujourd'hui à cause des immigrés. Paul Kagame se présente. Je pense que le président congolais, le gouvernement congolais doit aussi travailler dessus pour être mieux informé. Donc Kagame se pointe à toute offre mondiale des solutions. C'est-à-dire, s'il y a un problème qui se pose dans le monde, Kagame croit toujours que lui a la solution et il doit se positionner pour être toujours un acteur sur le plan international. Qu'est-ce que ce petit pays a pour toujours s'effrayer un espace pour se présenter au sommet du monde ou parmi les grands? Pendant ces 30 ans, nous savons bien que le Congo a été exploité. C'est le Congo qui a été paralysé, détruit dans un complot dont on sait déjà. Mais Kagame a profité aussi pour asseoir une organisation. Bien sûr que c'est injuste parce que c'est basé sur un pillage du sous-sol congolais de manière illicite pour aller construire un empire qui lui appartient. Parce que ce n'est pas le Rwanda qui est construit. C'est un empire qui appartient à Kagame et à ceux qui ont des intérêts au Rwanda. Donc ces intérêts qui font même que des équipes de football sont aujourd'hui prises en otage par des capitaux venant de toutes parts à travers le monde. Moi, je suis contre ce modèle économique et financier qui fait que des capitaux de placement quittent d'un coin du monde vers un autre coin et ces capitaux remettent même en cause la souveraineté de certains États. Nous nous attaquons à Paris Saint-Germain parce que les joueurs français qui jouent dans ce club portent les maillots, visitent Rwanda. Ils font le marketing pour le tourisme au Rwanda. Alors que les Français sont incapables aujourd'hui de répondre à cette préoccupation qui n'est pas française. Parce que les moyens qui font fonctionner cette équipe ne sont plus des moyens français, mais des moyens qataris. Vous voyez la conséquence lorsque l'État cède la place à des individus qui pensent que la liberté doit être laissée à tout le monde de faire ce qu'il veut. Vous allez comprendre que nous sommes à la fin de cette émission. Certaines idées, vous pouvez me les dire en commentaire. Dites-nous ce que vous aussi vous en pensez. Tout ne peut pas être dit ici dans notre émission. Je pense bien que vous qui nous suivez, vous avez aussi des réflexions et des bonnes idées. Dites-nous vraiment en commentaire ce que vous en pensez. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné pour que cette émission vous parvienne. Je vous dis au revoir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez avec les voisins. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.